Bonjour à tous, dans un instant vous allez voir une nouvelle vidéo dans le coin de Thibaut. Aujourd'hui je reçois Romain qui fait partie du mouvement Extinction Rébellion, qui va nous dire un peu les coulisses de comment se passent les actions dans ce type de mouvement et pourquoi il s'est engagé là-dedans. En attendant, je voulais vous dire de bien liker cette vidéo, de vous abonner à nos réseaux sociaux et puis à la chaîne YouTube RunProd, parce que ça aide pour le référencement et puis ça nous donne de la force pour continuer. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos et puis à nous suivre, donc ça nous fait vraiment plaisir. Bref, j'en dis pas plus, je vous laisse dans le coin de Thibaut. À tout de suite. Bonjour, c'est Romain d'Extinction Rébellion et je suis dans le coin de Thibaut. C'est parti! Parfait, merci beaucoup Romain, bienvenue ici effectivement dans le coin de Thibaut. Du coup on va discuter ensemble, tu fais partie d'Extinction Rébellion, c'est un mouvement qui est né il y a plusieurs années pour l'écologie et qui fait des actions régulières et assez remarquées souvent dans les médias. Alors d'abord on va expliquer pourquoi tu apparais à visage couvert, pourquoi tu as choisi, tu ne veux pas montrer ton visage par exemple. Alors je préfère rester à visage caché ou plus ou moins caché, parce qu'on mène des actions dites de désobéissance civile et qui visent souvent les entreprises mais aussi les collectivités. Et on sait bien que La Réunion est un petit territoire et donc pour éviter que mon activité militante ne pénalise mon activité professionnelle, je préfère minimiser les risques. Alors justement, pourquoi tu as accepté mon invitation? Voilà, si ça peut avoir des conséquences, bon là on ne te reconnaîtra pas, mais est-ce que c'est facile d'accepter une interview ou est-ce que c'est rare pour justement pas forcément risquer des choses pour le mouvement ou pour les actions à venir? Clairement, il y a beaucoup de militants qui refusent de parler à la caméra, soit parce qu'ils ne sont pas forcément à l'aise, soit parce qu'ils n'ont pas envie que effectivement, ça puisse interférer sur leur activité professionnelle ou sociale. Tout le monde n'est pas au courant des activités militantes des gens. Et donc voilà, c'est un peu compliqué de trouver des personnes pour parler, mais moi j'étais content que tu nous proposes pour parler du mouvement et peut-être amener d'autres personnes à s'engager sur cette lutte. Et justement, alors avant d'expliquer, de rappeler concrètement les valeurs peut-être du mouvement, ou en tout cas tout ce que vous défendez, quand est-ce que tu t'es engagé dans ce mouvement, Extinction Rébellion, et pourquoi tu t'es lancé là-dedans? Alors moi je me suis engagé ça devait être juillet 2019, le mouvement venait d'être lancé en France en juin 2019 à Paris avec des grosses actions de blocage de certains axes parisiens. Et ça faisait un petit peu écho au mouvement des Gilets jaunes, auquel j'avais beaucoup participé sur La Réunion, qui s'était un peu essoufflé. Et je retrouvais un petit peu cette action, ce mouvement de contestation de la société dans laquelle on se dirige, avec des actions décentralisées, coup de poing, bien organisées, qui avaient l'air assez festives et sympas. Et donc clairement, avec plusieurs Gilets jaunes et les militants écolos, on s'est retrouvés pour se dire est-ce qu'on ne crée pas une antenne locale? Et c'est parti de là. Et du coup, donc le mouvement, c'est quoi? C'est vraiment tout ce qui a le trait à l'écologie ou c'est vraiment pour l'avenir, en fait, essayer de... Alors c'est un mouvement qui vise à dénoncer un petit peu l'inaction vis-à-vis de l'urgence climatique, que ce soit des dirigeants ou des gros entrepreneurs français ou même un horizon plus large, une échelle plus large. Et l'idée, c'est il y a 3 revendications dans le mouvement. C'est qu'il y ait une communication honnête et très large de l'urgence climatique pour que le maximum de gens soient un petit peu conscients de la situation dans laquelle on est aujourd'hui et de ce qui nous attend demain. Ça revendique également l'arrêt de la destruction des écosystèmes océaniques et terrestres avec une diminution de la consommation d'énergie planifiée. La dernière qui moi m'intéresse le plus, c'était l'organisation d'une convention citoyenne pour le climat. Donc que ce soit des citoyens qui fassent des propositions pour répondre aux enjeux climatiques d'aujourd'hui et de demain. Donc un mouvement qui se voulait à la fois irruptif et puis démocratique. Et donc c'est ce qui m'a plu, c'est pour ça que ça fait maintenant 4 ans que je suis engagé sur La Réunion. Et toi personnellement, voilà, parmi tout ce que tu viens de dire, est-ce qu'il y a vraiment une chose qui t'irrite le plus, par exemple, tu vois, qu'est-ce qui t'irrite le plus par rapport à tout ça? Est-ce qu'il y a un combat vraiment que toi tu veux vraiment mener? Alors il n'y a pas un combat. Après sur La Réunion, je me suis pas mal impliqué sur la lutte contre la publicité, parce que pour moi la publicité ça regroupe beaucoup de problèmes. C'est la concentration de la communication dans les mains de certaines grosses boîtes, et surtout des multinationales. C'est l'invasion du domaine public et privé. C'est l'incitation à la surconsommation permanente sur des produits de mauvaise qualité et qui nuisent à l'environnement. C'est l'exploitation des gens les plus pauvres sur La Réunion, qui acceptent un panneau chez eux en échange de quelques centaines d'euros à l'année. Donc ça regroupe beaucoup de problèmes et j'ai trouvé que c'était un bel axe d'attaque pour parler de plusieurs sujets sur La Réunion.
Et alors du coup, pour bien comprendre comment ça se passe, enfin, comment vous décidez d'une action avec Extinction Rébellion? Est-ce que déjà c'est un peu tout secret, un peu en mode commando? Est-ce que vous échangez, je sais pas, sur Telegram ou tu vois des réseaux sociaux où on peut facilement effacer les messages, ou je sais pas, où c'est moins traçable? Comment ça se passe? Est-ce que c'est vraiment aussi agent secret que ça ou pas? Non, c'est pas si secret ça. Il y a une culture de la sécurité qu'on incite au sein d'Extinction Rébellion, mais pas que, hein, aussi chez NVCOP21, Greenpeace. On communique beaucoup sur l'application de Signal, qui se veut aussi sécurisée que Telegram et plus que WhatsApp, par exemple. L'idée, c'est que les gens qui veulent s'impliquer rejoignent ces réseaux-là via des rencontres physiques au préalable avec des militants près de chez eux. Et ensuite, quand une personne a une idée d'action, elle la propose. S'il y a des gens que ça intéresse, ils se regroupent et ils décident d'organiser eux-mêmes l'action. Donc ils définissent le cadre de l'action, la cible, les modes de communication, le matériel qu'il faut. Et ce sont eux qui proposent à d'autres personnes, ou pas, de participer à l'action. En général, il y a un petit noyau qui connaît l'action, de tous les détails, et puis il y a d'autres personnes qui se raccrochent pour participer, pour grossir les rangs le jour J, et qui ne sont pas au courant de ce qui se trame. Mais est-ce qu'il y a des critères, tu vois? Est-ce que c'est en fonction du plus spectaculaire, on va dire, ou du plus précis sur telle action? Comment vous choisissez? C'est vraiment la sensibilité des militants et le temps qu'on peut accorder à une action. Il y en a, moi, je suis très axé publicité, d'autres, c'est beaucoup plus sur le combat sur l'eau ou sur la lutte contre les fast-foods. Donc, en fonction de sa sensibilité, on propose des actions et soit il y a un écho auprès des autres militants et puis on lance une action, soit il n'y a rien, on passe à autre chose, quelqu'un d'autre propose quelque chose. Et donc, il n'y a pas vraiment de sujet thématique. On essaye souvent de caler l'actualité politique. Quand il y a un sujet, là en ce moment, il y a le projet de la Maison de la Mer à Saint-Leu qui est contesté. Donc, clairement, on essaye de mettre un peu d'énergie dans cette bataille-là. Quand il y a un sujet sur la publicité locale, on essaye de mettre de l'énergie, mais ça dépend vraiment de la volonté des uns et des autres. Il n'y a pas de sujet fléché, comme dans certains mouvements où il y a des campagnes nationales, comme chez Greenpeace, chez Extinction Rébellion. Il y a aussi des campagnes nationales, mais c'est vraiment selon la volonté des groupes locaux. C'est un mouvement qui se veut assez horizontal, décentralisé. Et moi, c'est ce qui me plaît, c'est que c'est un peu l'effet, la mode gilet jaune. Personne ne dit quoi faire. On fait ce qui nous semble être juste et ce qui est accepté par les autres militants qui participent à l'action. Est-ce que tu peux nous raconter, je sais pas, un déroulement, une fois que telle action est on va dire, validée, comment ça se passe sur la préparation? Et je sais pas s'il y en a une peut-être récemment à laquelle tu as participé, sur laquelle tu peux un peu parler, tu vois, en tout cas donner des exemples. Je sais pas, est-ce que il faut aller acheter la bombe de peinture pour dessiner des choses à tel endroit, j'en sais rien, tu vois, parce qu'on a vu aussi par exemple en métropole, c'est pas Extinction Rébellion je pense, je crois, je suis pas sûr, mais tu sais quand tu mets de la peinture par exemple sur des bâtiments pour sensibiliser sur la fourrure, sur telle maltraitance ou quoi, tu peux nous raconter un peu comment ça se déroule tout ça? Alors clairement d'abord on définit la cible, pareil, avec un petit groupe, on définit en fait combien de personnes on a besoin dans le cœur de l'action pour qu'elles puissent s'organiser même sans soutien extérieur. Donc ça peut être 5, 10, 15, 20 personnes nécessaires, avec chacun un rôle. On définit les rôles qui sont nécessaires. Ça peut être la personne qui va faire des vidéos, la personne qui va bloquer un accès, la personne qui va parler à la police ou qui va sensibiliser le public qui est concerné par l'action ou qui passe dans la rue. Donc l'idée c'est que l'action est vraiment très organisée. On laisse, je dirais pas rien au hasard, mais on essaye de parer à l'imprévu. Donc chacun a son rôle. On définit le matériel qu'il nous faut pour bien communiquer et être à l'aise le jour J. En général, on essaie de faire de la récup. On essaie d'éviter d'acheter des choses pour des actions militantes. Mais si on n'en a pas, donc soit on fait appel au réseau pour récupérer des produits, ça dépend de l'action, et soit on va acheter. Donc là, on a une cagnotte on va dire nationale et locale qu'on peut mobiliser pour payer les frais. Et on se réunit, soit physiquement, soit via des réunions en visio, pour définir vraiment comment va se dérouler l'action, qui fait quoi, comment on intervient. C'est vraiment millimétré. Et on a un communiqué de presse qui est rédigé par les militants de l'action pour communiquer auprès des médias le pourquoi de l'action au plus grand nombre. Donc à chaque fois, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une action qui se veut visuelle, souvent un peu spectaculaire, et avec une communication qui va derrière. On évite de laisser 100% les médias traiter le sujet, parce qu'on sait que d'ailleurs ils n'ont pas le temps, et ça nous permet aussi de donner notre point de vue sur le sujet. Ouais, et puis de contrôler un peu aussi le message peut-être envoyé. Alors on ne le contrôle jamais, mais en tout cas on sait ce qu'on veut dire, et après on espère que les médias jouent le jeu de reprendre assez correctement l'objet du message.
en général, ça fonctionne plutôt bien sur La Réunion. Et est-ce que tu as une petite anecdote, je sais pas, une fois un truc qui s'est pas bien passé et du coup tout a foiré ou tu vois un truc où tout est cadré, millimétré, vraiment un truc qui foire au dernier moment, je sais pas, dans la préparation ou sur le moment même de l'action? Par exemple, j'ai eu l'info sur l'action qui a été organisée au Volcan, sur la plaine des Sables, où des militants ont inscrit en géant le mot pub avec des affiches publicitaires récupérées. Et en fait, il se trouve qu'il y avait du vent ce jour-là et les affiches passaient leur temps à s'envoler, à se déchirer. Et donc, c'était une vraie galère pour poser tout ça au sol, pour avoir quelque chose d'un peu correct. Donc, il y a toujours un élément extérieur qui va faire que ça ne va pas forcément se dérouler comme on l'a prévu. Mais bon, en général, en fait, plus on est nombreux, plus ça fonctionne. Parce qu'on peut avoir du relais pour mettre du poids à un endroit ou à un autre, par exemple. Mais dès qu'on est trop peu nombreux, en général, c'est une action qui se déroule pas dans les meilleures conditions, avec un peu de pression. Mais ça arrive que vous annuliez même, ou alors que vraiment c'est tellement un flop que il n'y a même pas de communication à faire tellement tu vois limite on a toujours fait les actions qui étaient prévues, après plus ou moins bien réussies lorsque c'était visuel, mais bon, on n'est pas là pour faire non plus de l'art. Je pense notamment aux publicités quand on va les barbouiller de peinture. Bon, si c'est pas des belles croix rouges, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est de marquer les esprits avec pas mal de cibles touchées sur une journée, une soirée. Est-ce que tu as déjà été arrêté par la police peut-être, ou la gendarmerie ou quoi, pendant une action? Est-ce qu'on t'a déjà mis, je sais pas, en garde à vue pour dégradation de quelque chose, ou je sais pas? Je dirais qu'à La Réunion, on n'a pas mené des actions très radicales. On n'est pas venu bloquer des circulations. Donc on n'a pas eu de la confrontation avec la police. Par contre, on a été convoqué à la gendarmerie pour répondre d'actions non déclarées. Ils arrivent à vous retrouver malgré le fait que voilà, peut-être que vous mettez des masques ou en tout cas vous cachez un peu. Alors en fait, ils ne savent pas forcément qui a fait l'action. Ils savent rarement qui est l'organisateur. Ils peuvent suspecter des personnes. Et en général, ce sont ces personnes-là qui suspectent, qui convoquent. Mais après, il leur faut des preuves. Et nous, la consigne qu'on passe aux militants, c'est de dire « je n'ai rien à déclarer » à toutes les questions de la police. Parce que la police n'est pas là on n'est pas là pour faire ami-ami avec la police. La police est là pour faire un travail à charge contre les militants. Donc on n'est pas là pour les aider. Et même les gens, par exemple les spectateurs, enfin les gens qui sont autour, les témoins des actions, comment ils réagissent en général? Est-ce que c'est la stupeur, surpris qu'il y a une action, ou est-ce qu'ils sont plutôt à vous encourager? Comment toi tu perçois les citoyens? J'ai souvent vu des gens qu'on ne connaissait pas du tout, qui étaient juste de passage, nous encourager, nous remercier. Alors soit c'était en voiture en disant merci, c'est super ce que vous faites, ou alors c'était des piétons parce qu'on faisait l'action dans une rue piétonne, et qui soit participaient à l'action parce qu'on les incitait. On incite en fait les participants à soit. On crée parfois des conditions pour que les gens qui marchent dans la rue puissent aussi participer à l'action de manière très symbolique. Et en général, les gens sont plutôt assez réceptifs, ou alors on a rarement vu des personnes nous insulter ou venir nous empêcher de faire l'action. Ça a pu, on en a déjà vu, mais c'est vraiment très rare, et globalement, il y a plutôt un soutien, ou alors des personnes qui se disent tiens, moi, je laisse faire, pourquoi pas. Et justement sur le traitement médiatique aussi, tu disais que ça se passait plutôt bien. Il n'y a pas de déformation, tu as l'impression du message que vous voulez envoyer, en tout cas de un truc complètement faux par rapport à ce que vous faites ou ce que vous voulez dire? Complètement faux, j'ai rarement vu. En général, la presse papier et numérique reprennent plutôt bien les communiqués qu'on fait, presque mot pour mot. Par contre, sur la télé, vu que c'est souvent des petits montages assez courts, on n'a pas forcément le message qu'on voulait faire passer qui a été retenu. Parce que c'est peut-être un message qui dérangeait ou qui ne collait pas bien avec la façon dont on voulait tourner le reportage. Et donc on peut être souvent déçu par la télé. Dès qu'on a un montage, en fait, au radio ou télé, on peut être déçu de ce qui en ressort, mais rarement déformé. Et du coup, est-ce que comme les Gilets jaunes, vous faites aussi peut-être un live à ce moment-là, pour avoir vos images à vous et montrer vraiment une image en direct sans montage, et pour justement, en tout cas pour ceux qui vont suivre le live et qui sont peut-être plutôt partisans, on va dire, qu'au moins il n'y a pas un tronquage d'image, on va dire. On essaie effectivement d'avoir à chaque fois de ce qu'on appelle les médias activistes, soit vidéo ou photo, avec un live, ou plein de petites photos de séquences vidéo pour faire un montage après, pour inciter en fait les gens à se dire en fait ce qu'ils font c'est cool, ça donne envie de participer. C'est plus pour ça qu'on fait des... Alors on fait des photos et des vidéos pour montrer que des personnes agissent sur des sujets et que ça peut intéresser d'autres personnes de nous rejoindre. Et on le fait aussi pour montrer qu'en fait on peut militer dans la bonne humeur, en se faisant plaisir. L'idée c'est vraiment à chaque fois de prendre du plaisir sur les actions, même si elles sont un peu risquées parfois.
mais c'est l'idée, le mot-clé, c'est prendre du plaisir. Si c'est pas prévu pour prendre du plaisir, l'action soit elle se fait pas parce que les gens finalement abandonnent avant il y a trop d'abandon et donc du coup l'action ne se fait pas. Ça arrive souvent ça? Il y a trop d'abandon et pour tel ou tel. En général, on a souvent 30% d'abandon avant le jour J, pour X ou Y raison. Donc il faut toujours être un peu plus nombreux que nécessaire. Mais non, c'est rarement arrivé, c'est arrivé, hein, mais jamais sur le site même. C'était en amont, on se rend compte qu'on n'est pas assez nombreux, donc du coup on annule l'action. Et justement, donc là on parle d'action souvent, quasiment tout le temps j'imagine, en désobéissance civile. Pour toi, est-ce qu'aujourd'hui il n'y a plus le choix et il faut passer par ce type d'action pour imprimer un message ou en tout cas pour se faire entendre Alors, on ne fait pas que des actions de désobéissance, on fait aussi des actions déclarées. Par exemple, on a lancé les vagues de Vélorussion. Au début, elles étaient non déclarées. On s'est rendu compte que finalement, on n'avait pas un grand intérêt à ne pas les déclarer, parce qu'on avait plutôt une pression policière sur nous. Tu peux rappeler juste en quoi ça consiste? Vélorussion, c'est une grosse manifestation à vélo, où on rassemble plusieurs centaines de personnes pour revendiquer plus de place pour la mobilité douce, plus de pistes cyclables sécurisées, plus de moyens financiers pour développer le vélo, par exemple, plus de moyens pour développer aussi les bus, parce qu'on ne parle pas que du vélo. Et donc on a fait pas mal d'actions qui étaient déclarées, parfois encadrées par des fonctionnaires de police pour sécuriser les trajets. Mais bien souvent, c'est pas déclaré, donc c'est considéré comme illégal. Mais c'est assez court pour ne pas être embêté par la police qui, bien souvent, bon, ils ne sont pas sur notre dos, hein, clairement, sinon on serait plus embêté que ça. Mais on essaye de porter un peu de radicalité parce que clairement, aujourd'hui, on voit qu'on est dans la finance verte, par exemple, dans le greenwashing permanent. Là, on a vu, par exemple, l'entreprise Total Energy, sponsor du Grand Raid. Bon, c'est juste pas tolérable de voir la récupération qui est faite par des grandes entreprises ou par des politiciens de petites actions écolo. Et donc pour toi, il faut quand même, c'est important d'avoir ce côté des fois un peu radical, on va dire, pour le bien de votre cause, de la cause d'Extinction Rébellion. Je pense que ça peut servir un petit peu d'électrochoc par moment. Et ça peut aussi servir d'autres structures qui sont plus en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités, comme les associations, qui elles, du coup, ont plus de relations d'échange avec les... Et donc du coup, le fait de voir que d'autres personnes sont plus radicales peut amener à davantage accepter le discours plus raisonné d'autres structures associatives. Donc en ça, je pense que ça a un intérêt d'être très radical. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a plusieurs mouvements qui sont... Il y a Extinction Rébellion, mais maintenant il y a Dernière Rénovation en métropole. Parfois, certains sont plus radicaux que d'autres, et ce qui permet de rendre plus acceptable aussi une certaine radicalité d'autres structures. Et ça, c'est intéressant à observer. Et est-ce que toi, par exemple, tu as des limites, et il y a des fois où, sur certaines actions, tu te dis non, là, c'est trop pour moi, je ne le sens pas, je n'y vais pas, parce que peut-être c'est un peu trop radical par rapport à ce que vous faites d'habitude, par exemple. Alors, en fait, sur chaque action, il faut savoir qu'on a la possibilité, on a des rôles très différents. Et on peut avoir la personne qui a un rôle très minime avec très peu de prise de risque, qui va côtoyer une personne qui, elle, va prendre beaucoup de risques juridiques. Donc en fait, il y a la place pour tout le monde. Et si sur une action, on ne se sent pas d'être trop exposé, on peut jouer un petit rôle de veilleur, de distributeur de tracts. Je fais la sécurité, je fais des photos. Donc on a toujours en général la possibilité de faire des actions. Ce qu'il faut, c'est des personnes suffisamment motivées pour aller dans la radicalité. Après, on n'a pas forcément besoin d'être très radicaux pour faire passer des messages. Donc l'idée, c'est de bien jauger la prise de risque avec le message qu'on veut faire passer. Et tu vois, des fois, après, je sais que des fois en métropole, c'est un peu plus encore radical que ici, mais des fois, on peut associer aussi à criminel, tu vois, parce que tu l'as dit, des fois, ça peut être une partie d'illégalité, pardon. Est-ce que toi, tu as la sensation d'être criminel en faisant ça ou pas? Oui, on a le ministre Darmanin qui nous a qualifiés d'éco-terroristes. Ouais, par exemple. Mais est-ce que l'éco-terroriste, c'est celui qui va dégrader un outil de production? Je pense à Lafarge, à Marseille, une usine qui a été dégradée. Ou est-ce que c'est celui qui maintient une activité polluante alors qu'il sait qu'elle est nocive? La question se pose. Et ce qui est intéressant, c'est que ça force la société à se poser la question qui est le coupable en fait? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est le politique qui protège le pollueur? Ou est-ce que c'est le citoyen qui met sa carrière parfois en danger en allant dénoncer certaines actions? Moi, je pense qu'il y aura de plus en plus de gens qui vont passer à de l'action dite radicale ou désobéissance parce que l'État n'est pas à la hauteur. L'État protège les intérêts économiques divers. Il n'est pas là pour préserver l'environnement et assurer un avenir viable pour les générations.
Le politicien, il a un regard à 5 ans, à 10 ans maxi, il n'a pas un regard à 50 ans. Donc clairement, ça lui passe par-dessus la tête. Et là, le gouvernement qui est en place en ce moment, même Emmanuel Macron, est-ce que toi, tu penses qu'il y a des choses qui font positivement pour l'environnement, l'écologie, ou tout est mal fait, tout est pas bien fait, et du coup, ils sont pas du tout dans cette dynamique-là? Il y a forcément des actions qu'on peut que saluer, mais globalement, ils sont pas à la hauteur, et d'ailleurs, les scientifiques et les grandes ONG le dénoncent. Sur la Convention citoyenne pour le climat qu'ils ont lancée en 2020, je crois, qui était une très bonne idée, il y avait 150 propositions, ils ont dû en retenir 10, et encore, les 10, elles ont été édulcorées. Donc en fait, clairement, ils n'ont pas joué le jeu. Ils avaient annoncé qu'il y aurait des référendums, on n'a rien eu. Donc non, il y a beaucoup de belles paroles et de belles actions de concertation qui sont proposées, mais derrière, il n'en ressort rien. Et quand il en ressort quelque chose, finalement, on dépouille le peu qu'il y avait pour proposer quelque chose de complètement différent. Et donc, non, ils ne sont pas à la hauteur. Ni Macron, ni Hollande, ni Sarkozy. Il n'y en a aucun qui était à la hauteur. Et je ne sais pas si on en aura un jour à la hauteur, parce que ça nécessite trop de changements de la société. Et moi je pense les élus ont peur que leur politique soit contestée par la population, mais tant qu'on n'expliquera pas à la population l'urgence du problème, tant que tout le monde n'aura pas compris qu'il y a une vraie urgence à agir, on n'arrivera pas à embarquer les citoyens et à les faire accepter des décisions qui sont controversées. Et pourtant, tu vois, ça fait des années, enfin au moins une bonne dizaine d'années que là, ça y est, régulièrement, tu vois, tous les ans, on dépasse ce que la Terre peut produire, enfin on consomme plus que la Terre peut produire. Enfin tu vois, c'est un marronnier maintenant, chaque année on a un article là-dessus. Tu vois, les études scientifiques sont quand même beaucoup plus partagées et diffusées grâce aux réseaux sociaux notamment. Et donc tout le monde a compris, tu vois, par exemple l'urgence du réchauffement climatique. Enfin, en tout cas, on sait que ça va se produire. D'ici 50, 100 ans maximum, 50 ans, il y a des petites mesures qui ont été prises, on voit que c'est pas assez, mais pour toi, est-ce que les gens ont quand même compris l'urgence, mais c'est tellement difficile, tu vois, de changer ses habitudes, et comme on voit en plus qu'il n'y a pas de modèle au niveau politique, à quoi bon, tu vois, genre trier ses poubelles, ou à chacun faire sa petite pierre, si finalement le voisin le fait pas, et le président non plus. Enfin, est-ce que c'est pas ça qui fait qu'il y a une inaction, ou que ça bouge, mais trop peu? Ou est-ce que pour toi, vraiment, on n'a encore pas compris l'urgence? Alors je pense que les gens savent qu'il y a un problème climatique parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, quasiment tous les jours, donc ça c'est quand même quelque chose de nouveau. Il y a 5-10 ans, c'était pas le cas. Par contre, les gens n'ont pas compris. Ils savent qu'il y a un problème, mais ils n'ont pas compris le problème, l'ampleur du problème, et c'est parce que les médias font pas leur travail. On nous parle d'immigration, on nous parle d'islamisme, on nous parle de tout un tas de sujets qui sont importants, mais qui ne sont pas le cœur du problème. Et donc c'est pour ça que la première revendication d'Extinction Rebellion, c'est de dire dites la vérité. Les médias dites la vérité à la population et tous les jours en fait. C'est pas de temps en temps quand il y a un rapport du GIEC ou une catastrophe climatique. Et après je pense que si les gens n'agissent pas beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le déni ou qui sont dans le fatalisme. Mais il y a aussi le fait que en fait l'exemple ne vient pas d'en haut. On dit aux gens de faire, mais quand on voit bien que le comportement des élus n'est pas à la hauteur, c'est de la corruption à tout va, c'est des procès, le gouvernement Macron, c'est combien de ministres mis en examen, poursuivis par la justice. Clairement, le politicien, il n'est pas à la hauteur, il ne montre pas l'exemple, et donc forcément, ça ne donne pas envie aussi aux gens de s'impliquer. Il faut vraiment que ceux qui donnent des ordres ou ceux qui donnent des conseils se les appliquent déjà. Sinon, je comprends que le citoyen, il n'ait pas envie. Ils se disent, mais moi, je suis déjà en galère au quotidien, j'arrive pas à sortir la tête de l'eau, c'est une inflation généralisée, les salaires ne montent pas, j'ai des problèmes de transport, de tout en fait. Et donc comment ils veulent que je pense derrière à faire des gestes pour réduire mon impact carbone, voilà, c'est juste pas possible. Et justement, on parle de fatalisme, est-ce que c'est déjà trop tard et finalement ce qui doit arriver va arriver parce qu'on n'a pas pris les bonnes décisions au niveau politique et même sociétal depuis, c'est pas allé assez rapidement? Est-ce que maintenant les réchauffements climatiques, tout ça, tous les problèmes qu'on explique chaque année avec le GIEC, effectivement, ça va arriver et ça, on n'y peut plus rien? Ou est-ce qu'aujourd'hui, en prenant ces mesures radicales que vous prenez, on peut encore, en tout cas, limiter la casse? L'idée, ce que disent les scientifiques, c'est clairement qu'on peut limiter la casse. On ne va pas empêcher les dégâts irrémédiables, mais on peut limiter la casse. Et on voit bien qu'il y a quand même certaines espèces, que ce soit animales ou même certains lieux naturels, lorsqu'on arrête de les dégrader sur une courte période, sur un temps assez court, on l'a vu pendant le Covid avec des interdictions de se déplacer dans certains endroits,
clairement la nature reprend ses droits, arrive à se relever, et il lui faut très peu de temps. C'est possible. Donc tout n'est pas perdu. Après, tout ce qu'on reportera plus tard, on le paiera. Il ne faut pas se dire qu'on ne le paiera pas. Et c'est pas pour nos enfants, c'est dès maintenant. On voit à Mayotte la crise de l'eau. À La Réunion, on a déjà 7 communes qui sont en restriction d'eau depuis 10 jours. Et la situation de l'eau, en fait, on n'aperçoit pas encore beaucoup. On nous parle d'urgence énergétique, c'est vrai, mais c'est pas l'énergie qui va nous poser problème, c'est l'eau. Et clairement, aujourd'hui, quand on voit qu'on a le département qui est OK pour qu'on agrandisse le golf dans la forêt étancelée, ou qu'on a un projet de golf à Brapanon, on se dit qu'on a des élus qui n'ont rien compris. Ils sont encore dans un développement économique acharné de leur territoire, et le seul angle de vue, c'est l'économie. C'est comment on crée de l'emploi, comment on crée des revenus, des recettes pour la commune, pour satisfaire la population. Mais ça, c'est une fuite en avant qui va nous coûter cher. Et parmi, je sais pas, par exemple, des mesures radicales, on est 8 milliards d'humains sur Terre. On sait que chaque humain forcément pollue à sa façon. Je ne sais plus combien on consomme par an et tout ce qu'on rejette par année. Est-ce que par exemple une politique de limitation des enfants, comme ça a pu se faire en Chine, ça peut être une mesure parce que vu qu'on va être de plus en plus, en tout cas comme c'est parti, forcément après ça va aussi jouer sur la consommation et donc sur après ce qu'on rejette et tout ça. Parce que là, est-ce que c'est aussi, il faut être aussi radical que ça ou pas? Alors, certains le portent, pas forcément chez Extinction Rebellion, mais il y a des personnalités qui le portent, qui portent ce sujet-là. Moi je pense pas qu'on ait besoin de faire ça, je pense que ça va s'auto-réguler. Quand on n'a pas d'argent, clairement on ne fait pas d'enfants. Quand la vie en fait de famille est devenue impossible et rendue impossible par la société, l'organisation de la société, on n'incite pas les gens à faire des enfants. Et on voit bien en Europe, on a une natalité qui chute, qui va poser des problèmes de développement économique pour certains secteurs d'activité, la restauration, la construction, le BTP. Donc je pense qu'on n'aura pas besoin de le faire, ça va s'imposer de fait. En Chine, ils l'ont fait. Ça a duré peut-être 10, 20 ans, 15, 20 ans, voire plus. Ils y sont revenus parce qu'en fait, ça leur posait trop de problèmes de développement économique. Il y avait trop de décalage dans la société. Il y a trop de personnes âgées, du coup. Trop de personnes âgées. Un coût derrière pour les personnes actives qui deviennent trop forts et donc ils ont changé leurs pratiques. Mais on voit bien, même en France, pendant très longtemps, on s'est targué d'être le pays avec une natalité supérieure à 2. Aujourd'hui, on ne l'est plus. Et quand je vois des politiciens qui nous parlent de lutte contre l'immigration, en fait, on va avoir besoin de l'immigration très diverse dans tous les pays d'Europe. Donc voilà, il y a un peu un déni aussi de la part de certains partis politiques sur certains sujets, mais qui sont à des visées électorales. Et bon, malheureusement, le sujet de l'environnement aujourd'hui, il est assez prégnant, mais lors d'une élection, c'est pas le sujet majeur. Mais pourtant, tu vois, ça pourrait aussi aller sur l'immigration parce qu'il y aura des populations et ça commence déjà, qui vont se déporter, qui vont bouger parce que ça va être invivable dans leur pays, parce que la température va tellement augmenter ou qu'il n'y aura plus d'eau ou machin. Du coup, qui vont monter là où il fait plus frais et où c'est encore supportable. Il y a une immigration climatique qui va arriver et qui a déjà commencé même. Elle a déjà commencé depuis longtemps. Pour l'instant, elle se fait inter-pays africains, par exemple. Donc ça bouge d'un pays à un autre. Ça bouge on a quand même des vagues qui arrivent chez nous, mais c'est les pays les plus proches. Comme la Syrie, l'État s'est complètement désintégré. Il y a plusieurs millions de Syriens qui sont venus en Europe. Mais clairement, ce qu'on a aujourd'hui, c'est rien, c'est une goutte d'eau. Et quand on voit qu'on n'arrive pas à gérer la goutte d'eau, on se demande. Et qu'on voit que des pays se murer comme les États-Unis ou la Hongrie, des barrières gigantesques qui coûtent des centaines de millions d'euros, on se dit c'est pas ça qui va empêcher les gens de passer. Quand demain il y aura des millions de personnes aux frontières, soit on les accueille dignement, soit on leur tire dessus. Je veux dire, ils vont pas attendre gentiment derrière un mur. Donc ça n'a pas trop de sens. Je pense que les politiques sont vouées à l'échec déjà. Elles sont inhumaines et bon, on verra ce qui en devient. Mais ce qui est sûr, c'est que en tant qu'Européens, on sait qu'on a. Alors souvent on dit oui, mais c'est aux autres de faire. Les Chinois ils sont 1 milliard. Très bien, mais les Chinois ils polluent moins que nous par tête de pipe. Et si chacun attend que l'autre fasse quelque chose, on fera rien du tout. Et à la fin, de toute façon, ce sont ceux qui ont le niveau de confort le plus élevé qui vont le plus perdre. Parce qu'à un moment donné, on ne pourra plus le payer, ce luxe-là. Donc, est-ce qu'on ne réfléchit pas dès maintenant à voir comment on peut réduire le superflu et peut-être réfléchir à la notion de confort, ou est-ce qu'on attend que finalement ça ne soit supprimé par la force parce qu'on ne pourra plus se le permettre ou parce qu'il y aura trop de dégâts.
Bon. On verra bien. Et du coup, est-ce qu'il y a déjà eu des prochaines actions, une prochaine action qui est en préparation? Je pense que tu ne pourras pas nous dire en quoi ça va consister, mais est-ce que déjà, là, il y a des choses qui vont arriver? Il y a plusieurs actions là qui sont prévues pour la fin de l'année, sur des sujets un peu différents, parce que c'est porté par des personnes différentes. L'idée, c'est qu'à chaque fois, on a une idée, on la propose, ça match avec les autres, bah, tant mieux, ça émerge. Si ça émerge pas, c'est pas grave, on passe à un autre sujet. Mais oui, là sur le sujet de l'eau, il y aura des actions qui vont être organisées. Pas forcément radicales, hein. L'idée, c'est de faire parler du sujet, plus que d'être radical, parce que la radicalité, ça amène des problèmes pour les militants. Et l'idée, c'est qu'on ne finisse pas tous en garde à vue avec des amendes ou de la prison. L'idée, c'est qu'on puisse continuer à porter certains sujets. On voit qu'il y a quand même un écho dans la population, que les gens, globalement, les gens comprennent qu'on vit dans une société complètement folle. Personne, par exemple, quand on est à Saint-Denis, c'est insupportable de se déplacer sur Saint-Denis. Et par contre, tout le monde veut garder sa voiture parce que les politiciens font pas le. Alors, ils essayent de faire des efforts, on ne dit pas qu'il faut rien, seulement ils n'ont pas forcément le soutien de l'État, ou le soutien n'est pas assez massif. On a un gros soutien aux entreprises, mais assez peu de soutien aux collectivités. Alors que c'est elles qui doivent piloter le bon fonctionnement de la société au niveau territorial. Et donc voilà. Et alors vraiment pour terminer, c'est la même question que je pose à tous les invités. Qu'est-ce qu'on peut, toi, te souhaiter personnellement ou pour votre mouvement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Ce qu'on peut nous souhaiter, c'est demain une arrivée massive de personnes qui ont envie de s'engager. Parce que ce qu'il faut, c'est l'énergie. Quand on fait une action à 5, c'est pas la même que si on l'a fait à 30 ou 40. L'action appelle l'action. Ça donne envie aux autres. Donc plus on sera nombreux à agir, plus on aura de gens qui nous rejoindront. Et l'idée d'Extinction Rebellion, c'était que ça devienne un mouvement de masse à l'origine, et que partout il y a des petits collectifs qui émergent, partout qu'ils agissent de manière décentralisée sur les sujets qui les préoccupent, et que derrière ça perturbe le fonctionnement de la société. C'est un peu ça l'idée, c'est qu'on vienne faire irruption dans la société, dans le quotidien des gens, et qu'on les amène à se poser des questions sur est-ce que ce qu'on fait a du sens pour soi, pour l'environnement, pour le futur. Merci beaucoup Romain en tout cas. Merci à toi.